Oui. Il est 18h35 et je pense que nous allons tout simplement démarrer cette rencontre. Je suis ravie. J'ai enlevé mon masque parce que je peux me le permettre. Je viens d'être testée négatif. C'est une bonne nouvelle. Je me retire après. Je suis Nadine Gruner, directrice de la Maison de Heidelberg à Montpellier. Et si vous voulez, c'est vraiment notre première manifestation en direct de la Maison de Heidelberg avec nos invités sur place, mais sans public. Donc, c'est un peu une première étape vers une réouverture que nous espérons très, très proche. Donc, à mes côtés, je salue la présence d'Elisa Gudensteinmann qui vient de Paris, qui est arrivée de Paris, qui est maître de conférence donc à la Sorbonne et qui sera questionnée par notre journaliste Marie-Pierre Soriano, qui a préparé tout un tas de questions. La thématique de ce soir, c'est féminisme et justice de genre en RDA. Et après, c'est un sujet, comme j'ai déjà évoqué, en écho à lundi dernier. Cette année, j'ai eu l'impression qu'il y a eu vraiment beaucoup de médiatisation autour de cette journée de la femme, ce qui me ravit. À la Maison de Heidelberg, effectivement, nous sommes beaucoup de femmes, mais je sais, dans les inscriptions, il y a pas mal de spectateurs masculins, donc nous en sommes ravis. Je ne vais pas vous retarder plus, plongeons dans le vif du sujet. Je me retire et je laisse prendre les commandes par Marie-Pierre. Merci beaucoup et excellente soirée à vous tous et à vous toutes. Merci. Merci Nadine. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir pour cette rencontre qui s'intitule donc, Nadine vient de le dire, Féminisme et justice de genre en RDA et après. Je précise qu'avec Elisa Gudensteinmann, nous allons nous appuyer principalement sur un chapitre du livre qu'elle a écrit avec Agnès Hart qui s'intitule La RDA après la RDA. Des Allemandes de l'Est racontent, ça c'est le sous-titre et il me semble que c'est fondamental sur la construction de ce livre. Ce livre-là, il est paru aux éditions du Nouveau Monde. Et c'est un livre qui est absolument passionnant dans son ensemble. Je vous invite donc toutes et tous à vous le procurer. Alors, je vais très brièvement présenter et maladroitement Agnès Hart, qui n'est pas avec nous ce soir. Et puis, Elisa, je vous laisserai vous présenter à votre tour. Alors, Agnès Hart, elle est chercheuse en histoire contemporaine. Elle travaille sur la RDA. Elle travaille la période de la transformation, c'est ça, et l'histoire orale. Oui, voilà, elle a travaillé sur la RDA et sur aussi l'après-RDA et principalement en histoire orale. Voilà. Exactement. Donc, l'histoire orale, ça consiste à avoir des sources orales, donc à demander à des gens, en général dans des entretiens qu'on appelle semi-directifs, de raconter leur parcours. Okay. Et donc, on fait avec ces biographies, ces récits de vie, ça devient une source orale. Okay. Donc, voilà, c'est une méthodologie qui est assez récente. On a travaillé pendant très longtemps en histoire uniquement sur les sources écrites. Et voilà, c'est de là qu'est née d'ailleurs cette collaboration avec Agnès, parce que je savais qu'elle travaillait beaucoup en histoire orale et que je voulais écrire un livre qui soit basé, qui soit pas désincarné, qui soit incarné vraiment dans des récits de vie précis. Ça me semblait très important de donner cette densité biographique aussi à ce que j'allais écrire et puis d'ouvrir un espace de parole qui n'existe pas beaucoup encore pour les Allemands de l'Est. Oui, on va y venir, mais je vous laisse vous présenter. Oui, alors moi je suis donc maître de conférence en histoire et civilisation contemporaine à l'Université de Paris 3, Sorbonne Nouvelle, depuis 2003. Et voilà, donc mes sujets de recherche, c'est principalement l'Est de l'Allemagne, donc l'histoire de la RDA, l'histoire culturelle de la RDA. J'ai travaillé récemment beaucoup sur les collectifs artistiques dans les entreprises de RDA, et puis sur les mécanismes de transformation, comment ça s'est passé dans le secteur culturel dans les années qui ont immédiatement suivi la chute du mur. D'accord. Alors, avant toute chose, on va s'intéresser à votre projet à toutes les deux, et puis et aussi votre intention et la méthode. Donc, vous l'avez un tout petit peu évoqué, si particulière, si riche selon laquelle vous avez travaillé. Votre projet était donc de dresser l'état des lieux de ce qu'était l'Allemagne de l'Est 30 ans, enfin ce qu'elle a été, et puis ce qu'elle est 30 ans après. Comment est-ce qu'il est né ce livre? De quelle rencontre, de quel constat et de quel désir?
Donc le livre est né d'une idée donc de Cécile Majorel, l'éditrice des éditions Nouveau Monde, qui m'avait contactée pour ce livre, parce qu'elle savait que c'était là-dessus que je travaillais et elle voulait pour les 30 ans de la chute du mur quelque chose avec cette idée de RDA après la RDA, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est aujourd'hui en fait la RDA, à la fois dans les mémoires familiales, dans certaines pratiques sociales, dans un rapport différent aux politiques, un rapport différent à l'art, des résultats électoraux différents, enfin, et aussi dans la recherche scientifique. Qu'est-ce que c'est la RDA 30 ans après? Qu'est-ce qu'il en reste et qu'est-ce qu'on pourrait en apprendre aujourd'hui? Donc, le désir qui m'animait, moi, c'était de raconter un peu, j'ai dit tout à l'heure, donner la parole aux Allemands de l'Est pour leur permettre de raconter eux-mêmes leur histoire, parce qu'elle a été beaucoup écrite par d'autres, notamment par des chercheurs ouest-allemands qui, pendant quelques années, ont travaillé beaucoup avec le paradigme du totalitarisme, même parfois de la comparaison avec la dictature nationale-socialiste. Et donc, on racontait, et dans les médias, c'est encore beaucoup le cas, il y a des analyses linguistiques qui ont été faites, les mots qui reviennent tout le temps dans les manuels d'histoire, dans les médias, c'est mur, répression, appareil de torture, prison, etc. Ce qui fige une image finalement, ça fige complètement. Oui, c'est une réalité, il ne s'agit pas du tout de le nier, ça a existé, c'était une dictature terrible, criminelle, il n'est pas question de dire autre chose, mais ça n'épuise pas le sujet, ça n'était pas que ça la RDA, c'était aussi un ensemble de protection sociale, c'était aussi un ensemble de politiques culturelles dont on a, je crois, beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui pour essayer justement de réformer notre propre modèle de société qui va dans le mur, pour le dire vite. Et donc, voilà, peut-être qu'il y a des choses à apprendre malgré tout de ça. Et donc, voilà, c'était ce désir-là de faire en sorte que les Allemands de l'Est puissent raconter eux-mêmes leur quotidien et ne soient plus prisonniers d'un récit raconté par d'autres. Vous saviez qu'Agnès Arp travaillait de cette manière-là? Voilà, ça faisait longtemps qu'elle avait développé cette méthodologie pour d'autres sujets. Elle a travaillé notamment sur les adoptions, sur aussi les entreprises privées de RDA, il y en avait un petit peu, c'était l'exception, mais il y en avait. Et donc, je savais qu'elle avait beaucoup développé cette méthodologie. Et puis, par ailleurs, elle habite en Thuringe depuis presque 20 ans. Et donc, elle avait aussi accès à de premières personnes qui acceptaient de raconter leur vie, puis qui en donné d'autres, etc. Donc, c'était aussi un moyen, pour moi qui habite à Paris, d'avoir la matière, en fait, le matériau qui me manquait pour écrire ce livre que j'avais en tête depuis très longtemps, en fait. Mais je voulais ce matériau, c'est très important à mes yeux. Et donc, c'est Agnès qui a vraiment fait tous les entretiens qui sont la matière du livre, en fait. Combien de temps il vous a fallu pour travailler? Parce que, comment concrètement vous avez fait les allers-retours l'une et l'autre? En gros, on a mis 2 ans, 2 ans à l'écrire. Voilà, les allers-retours. Donc, j'avais d'abord écrit une première version du livre, et puis ensemble, on a remanié le plan. Elle m'a aidé à reformuler un peu ces 3 temps-là, qui sont des temps importants, des valorisations, réappropriation, puis revalorisation. Et puis, il y a une dernière partie sur la recherche, parce que ça, c'était important aussi à mes yeux, de montrer qu'on n'écrit plus du tout aujourd'hui l'histoire de la RDA comme on le faisait il y a 20 ans. Ça a complètement changé, et tant mieux. Et voilà, donc finalement, ça a été assez long, parce que les entretiens, on les avait, mais déjà, ça prend du temps d'écouter chaque personne parler au minimum 3-4 heures, c'est assez long. Et puis, il y avait des entretiens qu'on a écartés parce que c'était redondant avec d'autres. Donc, tout ça prend du temps de faire des choix. On ne pouvait pas tout dire. Ça aurait fait un livre de 1000 pages. Voilà. Justement, alors, je crois qu'il y a eu 30 témoignages, ou une trentaine, et que 20 ont été gardés, en fait. Alors, quand vous avez fait, je vais appeler ça le casting, entre guillemets, d'accord, il fallait que ces gens soient représentatifs de quoi, en fait? Il fallait que toutes les générations soient représentées. Donc, on a gardé des gens le plus vieux a 92 ans, enfin avait 92 ans, il doit en avoir maintenant 93, 94. Et les plus jeunes avaient connu la RDA seulement en tant qu'enfants, adolescents. Enfin, donc vraiment, on voulait toutes les générations. On voulait aussi différentes classes sociales. Donc, des gens qui avaient été de simples ouvriers, par exemple, et jusqu'à
On a tout, des médecins, etc. On voulait la parité homme-femme, finalement, on a même plus de femmes. Et on voulait aussi des gens qui étaient à des distances diverses du régime. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a été vraiment victime, qui s'est retrouvé en prison à 19 ans parce qu'il avait le livre de 1984, il ne savait pas que le livre était interdit. Il s'est retrouvé avec sa jeunesse bousillée, voilà, pour ça. Et à l'inverse, tout à l'autre extrémité, quelqu'un qui, au contraire, a collaboré avec la Stasi et donc raconte aussi cette expérience. Et puis, la très grande majorité des gens qui étaient en fait ni proches ni loin du pouvoir, mais dans un quotidien plutôt où ils essayaient d'utiliser les marges de manœuvre qui s'offraient à eux, de micro-résistance, ce que certains chercheurs appellent, James Scott par exemple, de l'infrapolitique, des micro-résistances au quotidien, mais sans être des militants de l'opposition ou sans être dans une forme d'opposition politisée, radicale, explicite, en étant juste dans une forme de retrait dans la sphère privée, amicale. Donc vous aviez vos travaux, en fait, et puis ils ont été augmentés par ces témoignages, et ça a induit le plan que vous étiez fixé. Il y a des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé et qui sont venues des témoignages ou pas du tout? Oui, oui, beaucoup de choses sont venues des témoignages, en fait. Je pense que les témoignages, c'est vraiment la façon d'appréhender un peu ce qu'était le quotidien, en fait, en RDA, beaucoup mieux que quand on lit un manuel d'histoire ou quand on va même au musée de la RDA de Berlin, où la plupart des Allemands disent « je n'ai pas vécu dans cet état-là, je ne reconnais rien du tout ». Enfin, ça ne leur parle pas forcément beaucoup, sauf parfois quand il y a une exposition. Mais l'exposition permanente, en fait, souvent, certains ont un peu l'impression que c'est une forme de Disneyland, RDA, mais qui n'a rien à voir avec l'état dans lequel ils ont vécu. Et donc là, voilà, on avait au contraire quelque chose de très incarné, avec aussi l'après RDA, c'est-à-dire comment les gens, les Allemands de l'Est ont fait preuve d'une remarquable adaptabilité. Ils sont tous retombés sur leurs pieds, alors que en quelques semaines, tous leurs repères ont changé. Tous les repères sociaux, le travail, les codes sociaux, le contenu de leur frigo, enfin tout a changé radicalement en quelques semaines. C'est assez, on peut tous faire l'expérience de se dire qu'est-ce qui se passerait si mon travail dans 2 ans tout à coup n'existait plus. C'est pas seulement que je me retrouve licenciée, c'est que ça n'existe plus. L'usine pour laquelle j'ai travaillé 40, qui me semblait très stable, et tout à coup tout ça est balayé très très vite. Donc ça a donné beaucoup le sentiment qu'un abîme s'ouvrait sous leurs pieds. Et pourtant, les témoignages montrent qu'ils ont réussi à faire des formations. Certains ont eu une période très dure de chômage, etc., de divorce. Mais ils sont tous retombés quand même. Il y a vraiment une adaptabilité très forte. Et du coup, ça c'est agaçant quand on lit après dans les médias que les Allemands de l'Est seraient Yama aussi, c'est des géniards qui ne font que se plaindre, sont jamais capables de s'adapter. Les témoignages montrent tout le contraire, montrent une remarquable adaptabilité à une situation incroyablement compliquée. Qu'on a même, je pense, du mal. Alors peut-être avec le corona, on peut un peu plus s'imaginer que tout ce qui est impossible devient tout à coup, on ferme les écoles, on n'aurait pas imaginé ça possible. Donc on peut peut-être un peu plus s'imaginer ce que ça a représenté, mais quand même, je pense que ça demeure assez difficile quand on n'a pas vécu. Aucune biographie d'Allemand de l'Est toutes les biographies ont été marquées. Forcément, tout le monde a été, même ceux qui ont pu garder leur travail, tout change. Personne, par exemple, n'aurait eu l'idée en RDA d'acheter son logement, et là, tout à coup, voilà, tout ça change. Tout à fait. Et, en préparant l'émission, l'entretien, pardon, en me documentant, je me suis rendu compte que une étude sur les femmes employées dans des maisons de bourgeois à l'Est, vous avez particulièrement interpellé vous et avait pu aussi donner un élan à la construction de ce livre. Oui, ça concerne pas la RDA, cette étude, mais en effet, c'est une étude qui est très importante dans ce qu'on appelle en allemand la Alltagsgeschichte, donc l'histoire du quotidien. Une étude de Dorothee Dierling qui est la première à avoir écrit une histoire des bonnes. Donc, elle montre non plus les bonnes comme une sorte d'envers du miroir, un point de vue particulier sur la bourgeoisie qui permet d'apprendre des choses, comme ça, un objet aussi de fantasme,
mais elle essaie de leur restituer leur subjectivité, grâce à l'histoire orale, de savoir comment elles pensaient, des bonnes qui étaient nées autour de 1900, son étude portée sur cette génération-là, comment elles se représentaient le monde. Et donc, c'est pour ça que c'est fondateur pour l'histoire du quotidien, c'est-à-dire qu'il y a un renversement de perspective, on essaie de s'intéresser à elles, à celles qui n'ont pas joué un rôle historique, a priori Celle déterminant, dont on ne mais parle voilà, pas. Ouais. exactement. Essayer de restituer leur subjectivité. Comment est-ce qu'elles pouvaient bien ressentir les choses, en s'intéressant vraiment aux bonnes pour elles-mêmes, et non plus comme l'envers du miroir ou un point de vue intéressant sur la bourgeoisie. Et voilà, elle n'était pas la première à le faire, ça a été fait dans les années 70, il y a eu les premières recherches en histoire, justement, par exemple Carlo Pinfour, qui s'intéressait au fromage et au verre pour expliquer le quotidien d'un paysan du XVIe siècle, je crois. Voilà, donc par le petit bout de la lorgnette, en fait, écrire une histoire, vraiment essayer de restituer l'intimité, la subjectivité, ce qui est toute une sacrée affaire, hein, c'est Oui, pas simple. oui. Mais c'est à ce prix-là qu'on peut vraiment comprendre ce qu'est l'objet, par exemple l'objet RDA, Oui. pour les gens qui l'ont vécu. Ok. Dans la méthodologie que vous avez utilisée, et il me semble qu'un point est vraiment important, vous en parlez à la toute fin de l'ouvrage, vous avez réellement, et toutes les deux, voulu analyser une situation, à savoir l'Allemagne de l'Est, 30 ans après, en sortant absolument de la grille d'analyse qui serait propre à l'Allemagne de l'Ouest. Et c'est ce qui offre enfin des travaux qui sortent de ce manichéisme ambiant dans lequel on a tendance à être tous formatés, le bien, le mal, hop, et si on peut penser à nos places, c'est encore mieux, et puis ça va plus vite, et hop, on en parle plus. C'était votre projet initial aussi? Oui, c'était le projet initial. En fait, il y a eu beaucoup une histoire à charge contre la RDA qui a été écrite. Donc, on a beaucoup étudié l'âge de la vie, l'histoire économique, tout ça. C'était quelque chose qui était très vite et très bien documenté dans les années 90, parce que c'est les projets aussi de recherche qui ont été financés, ceux-là, pour discréditer le communisme, pour le dire vite. Et puis ensuite sont apparus, mais notamment à l'étranger, en France ou en Angleterre, des projets sur justement l'histoire sociale plutôt, du communisme et l'histoire culturelle, par exemple. Alors c'est sous l'influence de ce qu'on appelle les études postcoloniales, c'est-à-dire essayer de ne plus plaquer des visions ouest-allemandes ou dominantes ou occidentales sur ce qui a été une autre réalité. Et il ne s'agit pas, dans post-colonial, le post, il ne veut pas dire après, il veut dire au-delà de, c'est-à-dire ne pas remplacer le centre, l'ancien centre par la périphérie, mais essayer de vraiment renoncer à l'idée d'un centre et d'une périphérie. Donc c'est ça l'idée, c'est-à-dire vraiment ne pas rester dans ces paradigmes. Par exemple, l'exemple le plus clair, c'est le paradigme du totalitarisme. Essayer de voir comment fonctionnait un régime totalitaire. Or, quand on fait de la micro-histoire, voilà, avec l'histoire orale, par exemple, on se rend compte que la domination n'était pas totale, que les gens retrouvaient à l'intérieur même de la répression et de la contrainte des petites marges de manœuvre, de liberté, qui pouvaient faire des choses qui normalement auraient été interdites. Et il y a plein d'exemples de ça dans les témoignages. Donc en fait, l'écrire sous le paradigme du totalitarisme, c'est nécessairement très réducteur. Et c'est un point de vue, c'est un point de vue qui est lié au financement de la recherche en Allemagne, qui finançait ces projets-là. Ça change. Aujourd'hui, il y a au contraire, le ministère de la Recherche a débloqué plusieurs millions, je crois 15 millions, justement pour des projets d'histoire orale sur la RDA. Et pourquoi? Parce qu'ils paniquent en voyant la montée de l'AfD. Parce que justement, on se dit c'est peut-être le moment quand même de donner enfin la parole aux Allemands de l'Est. Ils ont sûrement besoin de ça et on a besoin aussi de les entendre. Et puis on touche du doigt à la lecture de votre ouvrage, on touche du doigt au fait aussi que c'est un peuple, entre guillemets, qui a dû apprendre à accepter d'avoir comme pas existé en fait, disparu. Enfin, je veux dire, c'est quand même les seuls dont on dit l'ex RDA, comme si ça n'avait jamais, existé en fait. Enfin, c'est exactement ça. Quand un grand-père est mort, on dit pas mon ex-grand-père. C'est ça, mon grand-père décédé. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Et oui, mais on dit ex, je pense justement, ça fait partie de ce discours
Mettons-nous à l'abri, plus jamais ça. En effet, tout le monde est Oui, d'accord oui. qu'on ne veut plus reconstruire le mur, mais c'est une façon aussi de jeter une forme de discrédit global sur, là il y a plein d'exemples, sur 40 ans, enfin on a très peu des problèmes de reconnaissance des diplômes, enfin, ouais, là, il y a eu vraiment une dévalorisation incroyable des biographies est-allemandes. Pas forcément voulu, je ne sais pas si ça répondait à un point, mais en tout cas, Vécu, concrètement, subi, c'est oui. voilà, subi. Oui, c'est Ça, ça. c'est une certitude. Ouais. On va arriver à ce sujet qui nous intéresse plus particulièrement ce soir, c'est-à-dire la place des femmes dans cette société est-allemande et l'héritage qu'elle véhicule encore aujourd'hui. On va le voir, on va essayer de le voir. Vous avez construit votre ouvrage en 4 parties, l'ouvrage complet. Donc, vous l'avez un petit peu abordé tout à l'heure, dévalorisation, réappropriation, puis revalorisation et enfin dédiabolisation. Ça, c'est ce qui concerne la RDA dans la recherche scientifique. À l'intérieur de la partie qui s'intitule Revalorisation, on trouve ce chapitre que vous avez nommé Féminisme et justice de genre. Diriez-vous que cette question faisait partie de votre projet initial ou que ce sont les témoignages des personnes entendues, notamment interviewées par Agnès Harp, qui ont conduit à écrire ce chapitre? Les témoignages ont été importants pour en faire un chapitre plus gros, mais j'avais cette idée que ça allait être ça allait être un nœud dans le. J'avais déjà entendu beaucoup de choses sur les rapports femmes-hommes différents à l'Est, encore aujourd'hui et tout. Donc je savais qu'on allait que ça allait être un point qui allait probablement revenir dans beaucoup de témoignages, et en effet, ça s'est confirmé. Mais c'était déjà une hypothèse. J'ai pas été surprise de ça. D'accord, Ouais. ok. Donc, vous avez en quelque sorte... alors non, attendez. Pourquoi ce titre déjà? Justice de genre, comment est-ce que vous définissez cette notion? Comment définir justice de genre? Oui, La justice de genre, ce serait, je parle au conditionnel parce que ça n'existe pas, ce oui, serait une société dans laquelle le genre ne serait corrélé à aucune forme d'injustice ou de discrimination. Donc le genre ne jouerait aucun rôle dans la place sociale, les pratiques sociales, le salaire, dans l'urbanisme, dans plein de domaines, la parentalité, enfin voilà. C'est quelque chose qui n'existe pas dans aucune société actuelle, mais c'est une utopie. La justice de genre, ce serait ça. Il n'y aurait pas de corrélation entre le genre et aucune forme d'injustice. Le genre serait quelque chose qui ne serait pas un facteur qui influence la probabilité de faire des études scientifiques ou la probabilité d'avoir un salaire, enfin, etc., ou de s'arrêter de travailler quand un enfant naît. C'est ça la justice de oui. genre. Vous avez scindé ce chapitre en 2 parties. Un qui s'appelle Concilier vie professionnelle et vie familiale, et puis l'autre qui s'appelle Concilier vie sociale et vie intime. Ça, pour le coup, c'est assez universel. Donc, la femme serait celle donc, qui doit idéalement concilier pour tout le monde. C'est ça l'idée? Oui. Bah, il y a une expérience, c'est rigolo quand on tape sur un moteur de recherche femmes concilier, on tombe sur 3 pages d'articles ou un peu plus, sur comment concilier vie professionnelle et vie familiale. Quand on tape homme concilier dans le même moteur de recherche, on tombe sur les prud'hommes, le mécanisme de conciliation, les managements, etc. Jamais sur concilier vie personnelle et vie professionnelle. Ouais. Ça en dit long, hein. Ça veut dire que les histoires de conciliation, c'est dans le domaine professionnel pour l'homme, enfin, et pour la femme dans le domaine entre l'intime et le professionnel, enfin, le familial et le professionnel. Ça, oui, ça c'est universel. Mais ça se passait quand même différemment en RDA. Oui, c'est ça, c'est toute l'ambivalence, on va y venir. Alors moi qui ne suis pas allemande et pas du tout germanophone, j'ai découvert effaré qu'en effet, cette Allemagne de l'Est, pour une culture du travail à tout prix, finalement, avait mis en place des outils, des mesures qui sont pour nous presque, comment dire, avant-gardistes par rapport aux années auxquelles, je pense par exemple au droit à l'avortement, même à la dépénalisation ou démédicalisation de l'homosexualité, sans que ça soit forcément suivi des faits. Mais enfin, en France, c'était quand même 81. Donc, Alors, la RDA est restée un État assez homophobe quand même oui, jusqu'au ça, vous bout. le mentionnez bien. Avec même des discours sur l'homophobie comme un problème, voire comme un problème médical dans les sources les sources écrites pour le coup de l'agitation, on voit plein de choses comme ça. Donc, mais il y avait à partir de la fin des années 80 les premiers cercles de parole dans l'église évangélique souvent, ou au sein des universités, des premiers groupes
de paroles homosexuelles. Donc ça a commencé, mais on ne peut pas dire que là, sur l'homosexualité, il y a eu une avancée spectaculaire de la RDA par rapport à l'Ouest. Alors par contre, l'accès aux sciences, l'accès aux études supérieures, on va dire, par rapport aux autres, l'avortement, on en a parlé. J'ai découvert un système d'internat dès la crèche. Alors ça, je ne sais pas si ça me fait vraiment rêver, mais parce que j'ai bien conscience de quelles peuvent être les conséquences psychologiques sur les familles et les attachements, etc. Parlez-nous de ces différentes mesures en fait auxquelles vous avez travaillé. Oui, la RDA, c'était un des États au monde où le taux d'activité des femmes était le plus élevé. Plus de 90% des femmes travaillaient en RDA. Elles étaient obligées. Mais c'était aussi très souvent dans les témoignages. Beaucoup ont dit, mais de toute façon, j'aurais pas aimé être femme au foyer. Ça m'a très bien convenu. Ça m'offrait aussi une indépendance financière, une retraite, une indépendance vis-à-vis du mari aussi en cas de volonté de se séparer. Enfin, et en effet, ça allait très loin. Il y avait des crèches où les enfants, dès 6 mois, passaient du lundi matin jusqu'au vendredi soir toute la journée. Ils ne voyaient leurs parents que le week-end à 6 mois. Et on commence à documenter aujourd'hui. Il y a les premières recherches qui sont en cours justement sur les effets psychologiques de ça sur les petits. Donc, c'est avec des troubles de l'attachement. Ça allait beaucoup trop loin. Mais en revanche, trouver un mode de garde n'était jamais un problème pour une femme qui souhaitait travailler. C'est quelque chose qui allait de soi. Et il y a d'ailleurs Marion, c'est des pseudonymes, Marion et Peter, quand ils ont été interviewés, ils ont raconté qu'ils avaient passé une fois une soirée devant une émission de télévision, voilà, où on interviewait des femmes en disant alors, vous avez dû demander la permission à votre mari pour travailler, comment ça s'est passé, est-ce que vous avez travaillé? Ils étaient effarés de dire, mais personne à aucun moment ne dit ça ne concerne que les Allemands de l'Ouest. Aucune Allemande de l'Ouest, de l'Est, de RDA n'a dû demander l'autorisation à aucun mari pour travailler. C'était quelque chose d'évident. Et vous mentionniez les sciences tout à l'heure, et c'était aussi, quand on regarde aujourd'hui, très très peu de jeunes filles qui entreprennent des études scientifiques, et on se prive de beaucoup de talents, alors que justement, c'était pas le cas en RDA. Il y avait aussi plus d'enfants d'ouvriers qui avaient des possibilités de. L'ascenseur social. Oui, même si c'est moins vrai sur la fin. Mais en tout cas, au début, oui, il y a eu un renouvellement des élites très, très radical. Avec un ascenseur social pour ça, qui n'a pas fonctionné jusqu'au bout, et voilà, au contraire des gens à qui on a interdit de faire des études, mais en tout cas, Angela Merkel, c'est un exemple. Il y a beaucoup de femmes qui étudiaient la physique, etc. Là, si vous regardez le nombre de labos de physique dirigés par des femmes aujourd'hui, même en France, en France, il y en a un. Enfin, vous voyez, c'est très peu, et donc ça veut dire que c'est autant de talents auxquels on renonce. Bien sûr. C'est dommage. Si on parle maintenant d'un point de vue politique, elles étaient représentées, mais n'avaient aucun pouvoir. Oui, voilà, comme les hommes, c'est-à-dire qu'il y avait un parti de femmes, parti socialiste, qui donc siégeait au Parlement à la fois extrêmement, mais c'est vrai que ça ne veut rien dire. C'était ce qu'on appelait le shine pluralisme, donc le pluralisme de façade, c'est-à-dire qu'il y avait. On faisait comme s'il y avait plusieurs partis, il y avait plusieurs partis, mais tous étaient affiliés au SED, il n'y avait aucune place pour une opposition. Et il n'y a jamais eu par ailleurs aucune femme au Politburo. Il y a eu une seule femme ministre dans toute l'histoire de la RDA, et c'était l'épouse de Honecker. Donc on ne peut pas dire qu'en politique, les femmes aient eu un grand pouvoir, ni à la direction des grandes entreprises. On retrouve des formes de patriarcat aussi en RDA, très marquées. Très marquées. J'allais y venir. Cela veut dire que quand même, c'est bel et bien, il y a encore toujours le patriarcat qui dominait à l'Est. Et on peut lire cette phrase terrible, alors je ne sais pas je sais plus si elle est de vous ou si vous l'avez recueillie. L'égalité des droits ne signifie pas l'émancipation. Oui. Alors, ça ne signifie pas l'émancipation. Je pense qu'il ne faut pas idéaliser le féminisme en RDA. C'était pas. On avait aussi des femmes dénudées pour vendre du dentifrice dans des publicités de RDA. On avait aussi, pour la journée de la femme, des promotions sur des fers à repasser. On avait ça aussi en RDA. C'est pas quelque chose qui. Et puis, comme j'ai dit, il y avait mais malgré tout, quand on dit égalité des droits, il y avait quand même des choses qu'on a perdues aujourd'hui. Par exemple, l'égalité salariale, même si les salaires des femmes étaient quand même en moyenne inférieurs parce qu'elles étaient souvent moins qualifiées malgré tout, mais
l'égalité salariale était garantie dans ce système-là. C'est-à-dire que pour un même poste, une femme gagnait automatiquement autant qu'un homme. Et puis donc, elles étaient les femmes, enfin, comme la question de pouvoir payer son loyer n'était pas un souci en RDA, elles pouvaient divorcer, par exemple, sans aucun problème. Là, aujourd'hui, il y a des femmes qui basculent dans la pauvreté après un divorce. Dans la société allemande actuelle, c'est quelque chose qui, voilà, vous n'avez pas de sans-abri en RDA. Donc, il y avait quand même cette émancipation par le travail et par l'indépendance financière qui est, à mon avis, quand même fondamentale. Et puis, oui, une certaine forme de représentation de soi comme a priori capable de réussir en sciences, capable qui d'ailleurs perdure. Hein. Oui, on va y venir. Ouais. C'est ça. Les chiffres, c'est ça. L'héritage, il porte aussi là-dessus. C'est-à-dire quand on trouve des gens à des postes très haut placés, quand il y a des femmes, ce sont des femmes qui viennent de l'Est. Oui, c'est-à-dire que voilà, il y a une étude qui est parue récemment qui est intéressante parce qu'elle montre que, alors, poste haut placé, c'est-à-dire recteur, président d'université, président de parti politique, enfin, tout ça, c'est ça qu'on appelle les postes haut placés. Ils ont fait une étude qui montre que donc, les Allemands de l'Est sont globalement sous-représentés partout. Oui. Par rapport à la proportion d'Allemands de l'Est dans la population allemande, ils sont nettement sous-représentés. Mais quand on trouve malgré tout un Allemand de l'Est, en général, c'est une femme, avec des pourcentages qui sont partout supérieurs à 50%, alors qu'ils sont souvent de 10-15% pour les Allemandes de l'Ouest. D'où ce mythe, enfin, c'est quelque chose, enfin, je ne sais pas si on doit parler de mythe, mais de ces Ostfrauen, de ces femmes de l'Est, qui rappellent un peu aussi les Trümmerfrauen de l'après-guerre, les femmes de ruine qui avaient tout géré, tout pris en main pendant la Seconde Guerre mondiale, donc qui sont une réalité réjouissante, mais qui sont aussi un peu l'arbre qui cache la forêt, du fait que malgré tout, les Allemands de l'Est sont encore largement sous-représentés. Mais en effet, c'est par exemple sur les, je ne sais plus exactement, mais dans les entreprises du DAX 30, les 30 entreprises les plus importantes. Donc ça veut dire les entreprises qui sont cotées en bourse. Oui, voilà. C'est ça qu'on appelle important. Ce n'est pas des entreprises qui sont les plus humanistes, qui sont les plus importantes, mais sur ces entreprises, donc il y a seulement 4 Allemands de l'Est sur les 30, les 26 autres, mais 3 femmes. Et une seule femme de l'autre côté sur les 26. Donc, vous voyez, c'est quand même des différences assez significatives. Et c'est des gens qui sont nés presque, qui ont connu la RDA pendant seulement 10 ans en général. C'est des quarantenaires souvent. Donc, mais ça, voilà, ça les a influencés quand même. Voilà. Je pense qu'elles ont aussi des récits familiaux différents. Et d'ailleurs, les petites filles, il y a une étude qui a montré, je ne retrouve plus le nom de la chercheuse, Claudia Senik, qui a montré que les petites filles réussissaient aujourd'hui encore mieux en maths à l'Est qu'à l'Ouest. C'est assez intéressant. C'est fou, ça s'explique comment cette affaire? Eh bien, ça s'explique, je pense, par justement cette confiance en soi supérieure. Il n'y a pas de raison de ne pas réussir en maths. Il y a un autre discours. C'est quelque chose que leurs mères ont intégré comme quelque chose de normal, qu'on puisse qu'on ait sa place sur le marché du travail, qu'on ait sa place dans le domaine de la recherche scientifique, qu'on puisse être ingénieur. Il y avait beaucoup de femmes ingénieurs. Alors que les petites filles ouest-allemandes ont eu beaucoup moins de modèles comme ça. Tout simplement, on intègre aussi des non-dits beaucoup quand on est petit, je pense, et donc ne voir aucun modèle ou avoir l'impression que c'est quelque chose qui est très bizarre de faire de la physique quand on est une femme, c'est quelque chose qu'on intègre aussi même par l'inconscient. Et je pense que ça s'explique comme ça, mais je n'ai pas vraiment d'explication. Mais en tout cas, la différence est très nette. Et c'est des petites filles qui sont nées 20 ans après la chute du mur, donc ils n'ont pas du tout connu la RDA. Et voilà, et donc à origine sociale égale. Donc c'est vraiment assez intéressant de voir ça au niveau justement de la justice de genre. C'est quelque chose d'assez... elles s'autorisent davantage à réussir. Probablement parce qu'on peut penser que leurs propres parents, le père et mère, savent les regarder en considérant qu'elles sont capables, autant qu'un garçon, de réussir, par exemple, en mathématiques. Voilà, probablement, parce qu'elles ont eu des parents est-allemands. Alors après, est-allemand, c'est toujours un peu difficile. Qu'est-ce que c'est être est-allemand, hein? Il y en a qui sont arrivés de l'Ouest, qui se sont installés à l'Est, qui ont fait le chemin. Et puis bon, est-allemand, c'est un concept assez flou qui est de toute façon lié à la RDA. Par exemple, Goethe, on ne dit jamais que c'est un Allemand de l'Est alors qu'il a
étudié à Leipzig, vécu à Weimar. Donc mais en admettant qu'elles aient des parents donc, qui ont connu la RDA, c'est ça que j'appelle l'Allemand de l'Est ici. Voilà, il y a, je pense, ce modèle d'avoir vu ça comme quelque chose de parfaitement banal, qu'une femme soit physicienne, par exemple, et pas comme une exception. Oui. Ah ouais. Enfin, en fait, je pense. Il y a un passage qui m'a fait sourire dans ce chapitre-là, parce que vous allez jusqu'à, alors ça c'est pareil, je ne sais pas si c'est sorti des témoignages oraux, des interviews, vous allez jusqu'à parler de sexualité, d'intimité, et avec cette espèce de vision un peu décalée, en tout cas très exotique pour moi qui suis française, où la femme de l'Est, entre guillemets, aurait tellement moins de charge mentale, on va symboliser comme ça, qu'elle pourrait même, elle aurait été un fantasme, même pour les hommes de l'Ouest. Et inversement, l'homme de l'Est, lui, n'a pas trop la cote dans les sondages olé olé, on va dire. Oui, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais je pense que ça, c'est une grande question de savoir si la température érotique était supérieure de l'autre côté du mur ou pas, parce que c'est difficile par définition d'avoir des mesures De pour mesurer ça, comparer ouais. ça. Mais en tout cas, le fait la domination masculine était bien moindre. C'est-à-dire que le schéma classique d'un homme qui fait carrière, gagne de l'argent pendant que sa femme élève les enfants, puis qui la quitte pour une plus, ça c'est un schéma qui était quasiment inconcevable en RDA. D'une façon générale, il y avait moins de domination masculine du fait aussi de l'émancipation par le travail, du fait qu'elles avaient un salaire le même souvent que l'homme, et puis il n'y avait pas de très grosse disparité de salaire de toute façon. Donc, il y avait sûrement une forme d'indépendance supérieure et d'autodétermination érotique supérieure à ce qui se passe aujourd'hui dans la société où des femmes sont moins indépendantes, ne serait-ce que financièrement. Et puis, il y avait aussi, alors ça c'est une autre hypothèse, je ne sais pas, j'ai évidemment pas de preuves à apporter, mais souvent dans les sociétés de contrainte, de dictature, il y a une forme de repli sur la sphère privée et donc aussi sur le sexe, on peut imaginer, pour échapper un peu à l'emprise du pouvoir, à la mainmise du politique dans toutes les sphères de la vie. Et donc, ce repli sur la sphère privée avait aussi du positif. C'était au départ une forme d'échappatoire, mais dont on peut penser que oui, ça a pu jouer un rôle. En tout cas, voilà, il y a plusieurs femmes qui disent ça, c'était, qu'il y avait un épanouissement sexuel des femmes supérieur à l'être. Mais c'est impossible à mesurer. Oui, c'est impossible à vérifier. Et bon, vous l'avez mentionné tout de même. Oui, parce que ça fait partie des choses, ça fait partie des questions justement, des conséquences aussi de ce, voilà, qu'est-ce que c'est l'émancipation en fait. L'émancipation. Diriez-vous que les femmes sont un peu les perdantes de l'unification? Oui, je ne dirais pas un peu, je dirais complètement. Les femmes ont perdu beaucoup avec l'unification. Elles ont évidemment gagné énormément, la liberté, le droit de voter pour le parti qui leur convenait. Il ne s'agit pas de revenir là-dessus, mais elles ont aussi perdu beaucoup plus quand on est dans cette optique de rapport femmes-hommes. Les femmes ont été beaucoup plus touchées par le chômage. On n'hésitait pas en RDA à embaucher une femme qui avait un enfant. Ce n'était pas un critère qui faisait un problème. Voilà. Là, aujourd'hui, oui, beaucoup de femmes ne retrouvent pas d'emploi parce qu'elles ont un enfant et ça y est, elles sont disqualifiées pour retrouver un emploi. Beaucoup de femmes se sont retrouvées à basculer dans la pauvreté suite à un divorce ou à renoncer à un divorce pour des raisons. C'est quelque chose qui n'existait pas en RDA. L'avortement est beaucoup moins libéral qu'avant. Enfin, il y a toute une série de points sur lesquels on peut dire, je pense sans aucun doute, que les femmes ont perdu ont perdu en marge de liberté. Ça, oui, c'est une certitude par rapport aux hommes. Ne serait-ce que par le chômage, en fait. Le chômage, c'était quelque chose qui n'existait pas, de façon très, très marginale en RDA. Et le chômage, le travail, pardon, en RDA, structurait toute la vie, en fait, sociale. On allait beaucoup à l'intérieur des brigades, et voir des spectacles, on s'invitait beaucoup les uns chez les autres. Le travail structurait la vie sociale. On fêtait les anniversaires, souvent les enfants étaient gardés. Donc, perdre son travail, c'est perdre beaucoup plus qu'un travail aussi, souvent. Oui, c'est perdre une vie sociale. Exactement. Oui.
Et les femmes ont été très, très touchées ont été plus touchées. Il y a beaucoup plus de temps partiel subi chez les femmes que chez les hommes, par exemple. Il y a plus de femmes qui ont dû quitter la RDA pour aller trouver du travail à l'Ouest. Il y en a une justement qui témoigne dans le livre en disant donc elle a été obligée d'accepter un travail en Bavière, loin de chez elle. Elle rentrait le week-end et que ses collègues, elle avait l'impression que ses collègues bavarois n'avaient pas fait preuve de beaucoup d'empathie. Elle avait dit bah, heureusement les familles chez nous ça fonctionne quand même un peu mieux parce que toi tu te permets de partir, tu n'avais pas le choix, c'était quelque chose de subi, mais voilà avec des stéréotypes un peu de famille dysfonctionnelle. Enfin c'était très très douloureux à vivre. Je crois qu'il va être pas loin d'être le temps de poser quelques questions, que le public pose les questions, pardon. Alors, j'ai quand même quelques questions pour terminer. Est-ce qu'il aurait été pensable d'écrire ce livre avant ou est-ce que ces 30 années-là, de toute façon, il fallait qu'elles aient lieu pour que les gens ayant vécu en Allemagne de l'Est digèrent, puissent avoir des points de comparaison et puissent apporter ces témoignages-là? Je pense qu'on aurait pu l'écrire avant, ce livre, il y a 10 ans, par exemple, mais peut-être il n'aurait pas eu le même écho. Des témoignages d'histoire orale, il y en a, c'est pas complètement nouveau, il y en a déjà depuis un petit moment, mais il y a peut-être une plus grande urgence aujourd'hui à écouter, à donner un espace de parole aux Allemands de l'Est aussi parce que l'extrême droite a des succès électoraux. On a vu la différence d'ambiance entre les 30 ans et les 20 ans de la réunification. Là, l'ambiance n'était pas du tout à la fête. Enfin, donc on prend enfin en compte les ratés de ce qu'on n'a pas réussi à. Enfin, je dis dans le livre le fait que les Allemands de l'Est n'ont pas pu mettre grand-chose dans la corbeille de mariage, alors que peut-être ils avaient des choses à apporter pour amender le modèle ouest-allemand. Et là, on est en train de prendre beaucoup conscience de ça. Tout à l'heure, Nadine disait la journée de la femme a eu un écho particulier. Je pense qu'il y a quand même des choses qui bougent depuis MeToo aussi, qui auraient eu beaucoup moins d'écho il y a 5 ans ou 10 ans. Donc, on aurait pu l'écrire ce livre avant, mais il aurait peut-être moins été, moins d'écho peut-être. Est-ce qu'on trouve des travaux des univers artistiques dans le paysage de l'art contemporain qui finalement iraient dans le sens de vos travaux en fait? Et là, la question qui nous intéresse ce soir, des femmes artistes ou des univers de femmes artistes, est-ce que vous savez ça? Oui, il y a des univers de femmes artistes très riches. Je pourrais donner quelques exemples. La difficulté souvent, ça ne concerne d'ailleurs pas que les femmes, pour les artistes, ça a été de continuer à exister après 89-90. Parce que ceux qui étaient déjà artistes avant ont souvent été nostalgiques des cercles de ce qu'on appelait l'émigration intérieure, c'est-à-dire les cercles de dissidents, d'opposants, la notion de subversion contre un régime était très importante en RDA et elle enfonçait un peu des portes ouvertes ensuite. Donc, certains ont eu en tout cas ce sentiment, après 90, que c'était comme un chiffon mou, cet état, il n'y avait plus de raison de se battre. Donc c'était difficile de continuer à être artiste pour certains, parce que la mission politique peut-être était plus difficile à définir dans un premier temps. Donc beaucoup ont cessé d'écrire, cessé de peindre. Ça a été voilà. Mais il y a quand même quelques artistes aujourd'hui qui, par exemple, il y a Erika Sturm, Alex, qui fait à la fois des grandes fresques murales, des sculptures, des différents ce qu'on appelle des installations et ça. Il y en a une autre aussi qui travaille à partir de ces Cornelia Schneider, elle travaille à partir de ces dossiers de la Stasi. Elle avait un dossier et donc elle fait des collages de peinture avec des extraits de ces dossiers de la Stasi. C'est une façon aussi de reprendre à son compte le récit, de se réapproprier. de récits d'autres, que d'autres ont écrit sur elle en disant, voilà, elle a fait ça tel jour, c'est quelqu'un qui fréquente tel... et elle se le réapproprie en le mettant en scène avec des photos souvent. Et c'est un travail hyper intéressant parce que justement, on ne fait pas comme si ça n'avait pas existé, cette phase de sa biographie, mais on se la réapproprie. Et on le regarde. Exactement. Ok. Ma toute dernière question, avant de laisser la place aux questions du public. Comment il a été reçu, votre ouvrage, par les chercheurs et par le grand public?
c'était assez divers. Enfin, non, par les chercheurs, il n'y a pas eu de difficulté, mais par le grand public, on a eu beaucoup de réactions, à la fois d'Allemands de l'Est qui disaient merci, donc, et on est très heureux d'ailleurs parce qu'il va être traduit en allemand et donc ça va permettre aux Allemands qui ne maîtrisent pas le français de le lire aussi. Mais il y a eu aussi, et c'est minoritaire, hein, mais quelques réactions très brutales. Par exemple, après un entretien que j'avais fait pour Mediapart, c'est des gens qui commentaient en disant mais réhabiliter le nazisme pendant que vous y êtes, ils ont fait de très belles autoroutes. Enfin, vous voyez, il y avait aussi un discours incroyablement véhément contre tout ce qui est comme si je cherchais à réhabiliter la RDA, ce qui n'est absolument pas mon projet. J'insiste sur le fait que c'est une des pires dictatures du bloc de l'Est. Il n'est pas du tout question ni de nuancer, ni de nier ça d'aucune façon, mais il y a quand même encore des gens pour qui c'est impossible d'entendre que ça n'était pas que ça, le communisme. C'est souvent des discours qui viennent de l'extrême droite, mais c'est assez révélateur. Donc il y a eu ça dans la réception, et puis il y a eu beaucoup de gens qui trouvaient que voilà, il faut impérativement donner cet espace de parole aux Allemands de l'Est. C'est important parce que sinon le prix à payer, c'est la FDI. Je suis persuadée de ça. Merci. Merci beaucoup. – Je me permets d'avoir le privilège de poser la première question. Merci en tout cas pour cette première partie passionnante. Je suis moi-même, je suis née en ex-Allemagne de l'Est, en Saxe, et je voulais partager avec vous un événement qui m'a marqué, qui concerne le 8 mars. J'étais au CP et chaque classe avait une brigade, donc c'était un peu ce nom presque militaire pour les équipes de travail dans les usines qui étaient VEB, qui appartenaient au peuple. Et donc en classe, on marchait jusqu'à l'entreprise, entreprise, c'est pas le mot, l'usine de confection de chemises de nuit, qui se trouve encore aujourd'hui, le bâtiment en face de chez mes parents. Et on allait chanter pour les dames de cette équipe de travail. On allait leur porter des fleurs, donc c'était une réelle célébration pour le 8 mars. Et sur le coup, je m'interroge, je suis quasiment convaincue, peut-être à l'Ouest, ça ne se faisait pas de la même façon. Et je m'interroge, et ça rejoint ma question, est-ce que le régime est-allemand s'est servi de cette avancée, soi-disant avancée, même si c'était une façade peut-être, pour faire de la propagande envers l'Ouest? Oui, complètement. C'était un discours d'auto-légitimation sur l'émancipation féminine. Il y a plein d'affiches de l'époque, etc., qui en témoignent avec des images de femmes fortes. Le régime s'en servait aussi, oui, pour dire nous aidons les femmes, la femme dans le système socialiste est beaucoup plus épanouie, beaucoup plus indépendante, a beaucoup plus d'opportunités. Donc c'était un élément de propagande très, très important. Parce que le 8 mai, ça vient justement de 1917 et de Saint-Pétersbourg, je crois, à l'origine d'une grève de femmes qui travaillaient dans le textile. Donc c'était repris comme vraiment quelque chose en comparaison avec la République de Bonn, où les femmes étaient beaucoup plus en avance. Donc j'ai apporté les nuances nécessaires. Le patriarcat a continué à exister quand même en RDA, mais dans la propagande du SED, pas du tout. On n'insistait pas sur le fait que les femmes continuaient à prendre en main une grande partie des tâches ménagères. Et surtout, la chose un peu problématique dans la propagande du SED, autour du 8 mars, mais en général sur le discours sur les femmes, c'est qu'on réduisait la question féminine à une question sociale, avec l'idée qu'une fois qu'on aurait émancipé tous les hommes dans le social, de fait, les femmes seraient émancipées aussi. Donc que c'était essentiellement une question de classe sociale. C'était ça qui allait permettre, on ne théorisait pas la question féminine pour elle-même, pratiquement pas. Donc c'est quelque chose qui est... aujourd'hui,
les sciences sociales nous aident à mieux comprendre ça avec les théories sur le féminisme intersectionnel, etc. Mais à l'époque, c'était vraiment un discours assez monolithique sur le fait que la question féminine en elle-même n'est pas une question. La vraie question, c'est d'émanciper la classe ouvrière et donc, de fait, on émancipera les femmes comme ça. Et quand il n'y aura plus de rapport de propriété privée, c'est donc le socialisme réellement existant. Merci, merci Elisa. On va peut-être faire venir les autres questions. Alors, donc je lis, j'ai la responsabilité de lire les questions du public, je crois. On compare souvent la femme est-allemande à la femme française. Est-ce que c'est juste? Oui, on compare de temps en temps, oui, j'ai déjà vu ça. Bah, c'est juste sur certains. C'est vrai, elle est plus proche peut-être de la femme française sur certaines choses, notamment, par exemple, le fait que en France, c'est largement perçu comme quelque chose de positif pour un enfant d'être socialisé avant d'entrer à l'école. En crèche, par exemple, on se dit que c'est bon pour lui. En tout cas, la collectivité n'est pas nuisible nécessairement avant 3 ans ou avant 6 ans, selon. Alors que dans l'imaginaire ouest-allemand, beaucoup plus souvent, on se dit qu'un enfant n'est pas gruppenfähig, n'est pas capable de vivre en groupe avant l'entrée à l'école et qu'il faut donc qu'il y ait un de ses parents à la maison ou une grand-mère ou quelqu'un pour s'occuper de l'individu. Parce qu'il y a le traumatisme du nazisme et de l'éducation collective qui est très, très présent. Alors qu'en France, c'est au contraire quelque chose qui est plutôt valorisé. Oui. Un enfant, il va être plus sociable, il va apprendre à vivre avec les autres. Donc, de ce point de vue-là, oui, il y a des choses plus proches entre la femme est-allemande et la femme. Alors, après, j'ai une question qui n'a pas été traduite par mes copines. Vous voulez que je lise? Je veux bien. Parce que du coup, c'est pas une. Alors, il n'y a pas de question. Il ne faut pas lire le papier. Ah non, ça c'est technique sur. Non, non, c'est. Est-ce qu'on a une autre question? Je me permets de la... Sophia, tu vas peut-être la lire. Par rapport à l'accès des femmes aux études supérieures, notamment scientifiques, il me semblait qu'en ex-RDA, si on était fils d'intellectuels, de diplômés, on avait peu d'accès aux études supérieures en comparaison avec les enfants d'ouvriers. Qu'est-ce qu'en est-il des filles d'intellectuels d'académiciens? Ça dépend des époques. En fait, on ne peut pas répondre vraiment pour. C'est plus compliqué que ça. Il y a des époques où ça a été plus difficile, en effet, pour les enfants de parents qui avaient eux-mêmes fait des études supérieures ou de faire des études. Mais ben, par exemple, les 4 fils là, du médecin ont tous fait des études supérieures. Enfin, c'était quand même. En fait, ce qui permettait l'accès ou non aux études supérieures, c'est de s'être engagé dans les FDJ, par exemple, les jeunesses libres est-allemandes, et ça, il y en a beaucoup qui disent que justement pour pouvoir faire des études, ils ont fait du bénévolat, etc. Ce qui par ailleurs était quelque chose qui existait beaucoup dans la société est-allemande, l'engagement bénévole. Tout le monde était censé avoir au moins un engagement bénévole. Et donc ça permettait l'accès aux études. Et voilà. Alors après, c'est vrai qu'il y a des périodes où on a, notamment au début, on a essayé de beaucoup faire entrer des enfants d'ouvriers à l'université, de renouveler radicalement les élites. Et ça a empêché certains enfants d'ingénieurs, d'avocats, etc. d'étudier. Donc ça dépend vraiment de quelle période on parle. Je ne peux pas répondre oui ou non. Voilà. Mais les témoignages montrent que c'était un peu une peur de ne pas pouvoir étudier et de devoir renoncer à faire des études si on était un peu trop dans l'opposition ou voilà, si on quittait les FDJ un peu plus. Enfin, ce genre de choses, les gens avaient peur de ne pas avoir le droit d'étudier ou de devoir étudier quelque chose qu'ils ne voulaient pas étudier au départ. Ça, oui, ça a été une peur qui existait. Le régime était tout puissant là-dessus. On peut décider des carrières des gens, enfin des carrières universitaires des uns et des autres. C'est partie de la dictature, justement. Merci. Pour l'instant, on ne voit pas d'autres
d'autres questions dans le chat. Je l'heure tourne quand même. On est parfaitement dans les temps. Il est 7h30. Peut-être juste pour finir, parce que oui, il était cette question des études supérieures. Je pense aussi, ce que je remarque par rapport à la liberté de la femme, mes propres parents, ils se sont mariés à l'âge de 22 ans, ce qui est très jeune pour aujourd'hui, mais c'était la normalité. Voilà, c'est encore, je pense qu'il y a des contraintes derrière qui les ont amenés de réagir de cette façon. Si vous pouviez Oui. expliquer ça. Souvent, la contrainte du logement, en fait, pour pouvoir avoir un logement, il y a beaucoup de jeunes qui se mariaient très tôt. Cela dit, mes parents en Normandie se sont mariés aussi à 22 ans. Mais c'était aussi une autre époque, je pense que l'âge de la... Enfin, voilà. Mais l'âge de la maternité était très... souvent, le premier enfant on avait ce premier enfant très jeune en RDA. Il y avait dans les universités des chambres avec des chambres d'enfants, c'était des choses qui étaient, voilà, on voyait plein de landaux en bas c'était quelque chose d'assez classique d'être étudiant et d'avoir déjà un enfant. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui témoignent de ça. Et c'était quelque chose de pas si compliqué que ça, en fait, d'avoir un enfant très jeune, plus jeune qu'à l'Ouest. C'est l'âge de la maternité, enfin, du mariage et de la maternité était souvent pour accéder à un logement ou parce que on voulait un enfant jeune parce que c'était pas, la parentalité était peut-être faisait pas peur. On savait qu'on quoi qu'il arrive, on aurait de quoi l'habiller, le nourrir, le faire garder. Enfin, personne ne se souciait de ça. Peut-être que ça peut expliquer aussi pourquoi les enfants, les femmes avaient souvent des enfants plus jeunes. C'était aussi une autre époque. On ne peut pas comparer avec aujourd'hui. On pourrait comparer avec l'Ouest à la même époque pour avoir une comparaison. Ouais, c'est intéressant. Et une dernière chose, quelque chose dont je n'avais pas du tout connaissance, c'est l'existence du Haushaltstag. Je suis tombée dessus récemment, donc vous pouvez peut-être, il y a peut-être le terme français scientifique pour ça. Ah non, c'est une journée, non, je sais pas, c'est une journée où comment est-ce qu'on pourrait le traduire? Où le foyer, enfin le jour du foyer, où la femme était censée ne plus avoir d'obligation, je sais pas, mais un jour sur 365, c'est toujours un peu voilà, les limites de ça. En fait, tout à coup, je ne sais pas comment on traduirait en français. Il faudrait que j'y réfléchisse, mais voilà, une journée un peu en l'honneur des femmes où les charges étaient prises, étaient censées ne pas, enfin, elles étaient censées avoir moins de charges sur les épaules ce jour-là. C'est ce que oui, c'était accordé, je pense, à toutes les femmes qui travaillaient à temps plein, un jour par mois. Ils continuaient à être payés par an. Non, par mois, j'ai compris. Ah, c'est par je mois? crois, Il faudrait que je c'était par vérifie. mois. Si, c'est un Ok. jour par mois pour qu'elles puissent se consacrer aux tâches du foyer. Et j'avais revu ça, que c'était vraiment accordé aux femmes. Mais elles étaient payées pour cette journée, c'était pas pris sur leur jour de congé, comme ça, ça Il permettait. faudrait que je vérifie. Ça, c'est une invention sympathique, parce que bon, quand on travaille à temps plein, c'est pratique peut-être d'avoir une journée de libre pour s'occuper de son foyer, mais en même temps, quand on voit que c'était en fait à la sortie, la charge mentale, elle revient encore à la femme, même si c'est parti d'une bonne idée de la décharger en heures pour ce qu'elle a à faire. Les hommes étaient seulement concernés apparemment si la femme était malade ou autre chose. Donc ça m'a à peu près, je ne connaissais pas du tout ça. Alors je ne suis pas très spéciale. Il faudrait que je regarde un peu plus précisément. Oui. Bon, peut-être c'était une fois par mois. Alors je me trompe. Je pensais que c'était une journée par an, mais une fois par mois, c'est oui. Bon, oui, c'est assez révélateur aussi que ce soit pas quelque chose qu'on donne aux hommes pour qu'ils s'occupent juste de leur foyer aussi une journée. Mais là aussi, on était quand même à une autre époque aussi. Donc c'est un peu difficile de croire. Mais en effet, de toute façon, il y a des nuances à apporter à l'idée d'émancipation féminine en RDA. Elle est bien réelle sur plein de points.
Et c'est vrai que je pense que les femmes ont été des perdants de l'unification, mais il faut quand même dire aussi que tout n'était pas, enfin, c'était pas une société de justice de genre, loin de là, parfait. C'est ça, c'est une belle conclusion. Tout à fait. Merci infiniment donc, d'avoir passé ce bon moment, cette petite heure avec nous. J'espère que vous avez apprécié notre décoration. On a vraiment la plante par excellence de RDA. Non, non, mais c'est vrai. Mais nous sommes bien en 2021 encore. En France. En France, oui. Plus en RDA, non, non, non. Le mur est bel et bien tombé il y a longtemps, mais cette année, ça va faire 32 ans déjà. Il y a encore plein de choses à étudier, à approfondir, et j'espère qu'on va pouvoir continuer dans ce sens et que la cause des femmes des deux côtés du Rhin puisse davantage avancer pour nous, pour l'égalité, pour cette utopie de la justice du genre. Nous vous souhaitons une excellente soirée et je vous dis à très bientôt à la Maison d'Aralbac. Merci Marie-Pierre. Merci, Nadia. Merci Elisa. Elisa. Les Merci beaucoup. applaudissements, vous les faites devant chez vous. Et passez un bon week-end. À très bientôt. Au revoir.